vous êtes les bienvenus au 03 20 55 89 deux fois, que ce soit au téléphone avec Jeanne et Alex qui vous accueillent ou via notre WhatsApp ici Nord pour poser votre question avec un petit mot et comme ça on pourra bien sûr la décrire à l'antenne. On parle de nos peurs ce matin, mais alors pas n'importe lesquelles. On va détailler cela avec notre hypnothérapeute praticien EMDR Olivier Dostatny. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Sébastien, bonjour à tous. Les peurs justement sur la route des vacances. C'est vrai que quand on prend, alors c'est pas comme quand on va au travail, on a 30, 45 minutes, une heure de route en fonction d'où on part. Là, généralement, quand on prend la route, c'est beaucoup plus long si on va assez loin. Et c'est vrai que ça peut faire peur, ça peut générer des crises d'angoisse, des crises de panique. Déjà, comment on détecte quand on est en voiture quelque chose qui nous arrive, une montée d'angoisse, de panique? Est-ce qu'il y a des signes qui trompent pas en disant là, il va falloir réagir? Eh ben déjà, on ressent cette sensation de peur. Évidemment, c'est la première chose qui arrive. Ça peut être également des palpitations, des sueurs, ce qu'on appelle les sueurs froides, notamment quand on a peur, bien sûr. Ça va souvent commencer par ça. Après, aussi une respiration qui peut s'accélérer. Ouais, comme voilà, ça, un peu, tout à fait. Et alors, dans les cas extrêmes, quand ça va s'installer, mais ça peut être aussi l'impression d'être enfermé dans une boîte avec ce qu'on appelle un effet tunnel, c'est-à-dire on voit plus rien autour, on voit juste le véhicule qui est devant, et encore, on le voit, mais c'est quasiment flou, quoi. Oui, on le devine à peine, quoi. On le devine à peine. C'est-à-dire, on est vraiment rentré là dans un mode automatique. Ça veut dire quand même que la personne est là, non pas en crise d'angoisse, mais en crise de panique réelle, quoi. Ouais. Ah oui, ça c'est le stade au-dessus, le crise de panique. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. La crise d'angoisse va s'installer progressivement. Et la crise de panique va être avec un niveau d'intensité beaucoup plus forte, où là la personne a vraiment l'impression qu'elle va mourir. Oui. Et souvent ça va commencer par l'angoisse et très rapidement s'installer sur la panique pour les personnes qui malheureusement montent jusque-là. Alors il y a deux choses à penser, en amont et bien sûr aussi à l'instant T, quand il y a ça qui nous arrive. On viendra sur comment anticiper et éviter que ça vienne. Ouais. Mais quand ça nous arrive, parce que on peut très bien être au quotidien rassuré, même avoir déjà fait plein de fois la route des vacances, mais il y a quelque chose qui va nous stresser à un instant T, à nous faire angoisser, nous faire paniquer. Comment on doit réagir à ce moment-là? Parce que à 130 sur l'autoroute, enfin, on peut pas. La bande d'arrêt d'urgence, ça c'est limite, quoi. En fin de compte. La bande d'arrêt d'urgence, ça c'est limite, effectivement. Alors, faut quand même savoir que quand on a ce genre de problème sur la route des vacances, on l'a aussi en général sur la route du travail. C'est vrai que les trajets sont beaucoup plus courts, mais sur les routes du quotidien, c'est des choses qu'on va déjà rencontrer, avec notamment des phénomènes d'évitement. C'est-à-dire qu'on va déjà chercher à éviter les autoroutes ou les rocades. On va éviter de passer sous les ponts. On va, selon les problématiques de départ, en fait. Alors, pour répondre à votre question, comment réagir à ce moment-là? Dans un premier temps, en fait, il y a deux étapes. Si vous voulez bien, je vais vous décrire pour commencer, c'est en mode survie, d'une certaine manière. Le mode survie, c'est, j'essaye tout simplement de respirer calmement, de me poser, et surtout, je mets mon clignotant, j'essaye de regarder dans les rétros et je me garde dès que possible. Ouais. Je me mets en sécurité. Ça paraît un peu bête, mais la première chose à faire, c'est celle-ci. C'est indispensable, en fait. Oui, c'est se mettre en sécurité, puis mettre en sécurité les autres. Parce que surtout, si on a un mauvais geste, voilà, tout à fait, peut aller en cascade, quoi. Mais surtout, évidemment, on n'attend pas que ça monte. C'est-à-dire que dès que je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, surtout si c'est des personnes qui ont déjà vécu des crises d'angoisse, on n'attend pas. On se met tout de suite en sécurité et on met les autres en sécurité. C'est la première chose à faire. Voilà, se mettre en sécurité. Et la deuxième? Alors la deuxième, là c'est un petit peu plus complexe. C'est-à-dire que quand la personne est en train de vivre une crise d'angoisse, on a une partie du cerveau qui arrive plus à bien fonctionner, à bien réagir, et notamment ça joue au niveau du cortex préfrontal, qui va permettre une certaine régulation des informations. Et là, le cortex préfrontal, au contraire, il faut le mettre en action. C'est-à-dire que en France, on a tendance à faire beaucoup de ce que j'appelle de la bisounours thérapie. D'accord. Bah oui, viens ici ma garçon, comme il dit Joseph, on va se faire un gros câlin et puis ça va aller. Ouais. Mais quand on fait ça, en fait, on fait pire que mieux. Pourquoi? Parce que justement, on active plutôt l'amygdale qui, elle, est complètement dérégulée avec les émotions. Elle n'arrive plus à gérer ses émotions. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On l'active encore plus. Et par conséquent, on va juste aggraver la crise d'angoisse et on risque surtout de l'ancrer davantage et de créer un réel traumatisme. Alors que non, au contraire, il faut laisser l'amygdale de côté parce qu'il y a une production de cortisol qui est tellement forte. On peut pas lutter comme ça. Donc, au contraire, on va forcer le préfrontal à travailler. On va donner des instructions simples à la personne. Elle va se mettre sur le côté. Elle va réfléchir. Qu'elle reprenne son itinéraire sur une carte dans la voiture. Elle sort la carte, etc. C'est vraiment se forcer à faire des petites actions simples
claire, nette, précise, mais vraiment forcer la réflexion. Détourner un peu l'attention en fin de compte, c'est ça, non? Forcer l'attention. Forcer l'attention. Ah oui, c'est pas la même chose, quoi. Ouais. Forcer l'attention, forcer le cerveau à travailler. Ça peut être tout simplement, je prends mon téléphone. Et à l'arrêt, ça on précise. Bien sûr, mais là, il y a eu la première partie où la personne s'est mise à l'arrêt. Oui, non, mais c'est bien toujours. Mais on le reprécise, vous avez bien raison. Ouais. Et là, la personne peut prendre son téléphone, c'est un outil super, le téléphone dans certains cas. Et puis écrire simplement ce qui s'est passé, refaire la chronologie, vous voyez. Et donc, en faisant ça, elle va vraiment activer son cortex préfrontal. Elle va éviter. En tout cas, elle va limiter au maximum le risque de rechute et d'imprégnation de ce souvenir, en fait. Voilà ce qui se passe dans ces moments-là. Alors justement, si vous avez des questions sur les peurs, notamment voilà, quand on prend la route, des situations que vous avez déjà vécues, vous avez peut-être une interrogation sur comment passer au-delà, vous êtes les bienvenus au 03 20 55 89. Deux fois, c'est Olivier Dostatny qui répond à vos questions, hypnothérapeute praticien, EMDR et infirmier de formation. Ici Nord. Bienvenue chez vous. Et à 9h42, nous sommes avec notre hypnothérapeute praticien EMDR, Olivier Dostatny. On parle de nos peurs, notamment les peurs autour de la route. Au 03 20 55 89, deux fois, vos questions sont les bienvenues, comme Eliane à Seclin. Bonjour Eliane. Bonjour. Bonjour Eliane. Eliane, vous avez été percutée par un passage piéton et vous voulez justement sortir du traumatisme. Expliquez-nous. Oui, je sortais de mon travail et j'ai emprunté le passage protégé pour aller chercher ma mobilette dans le garage à vélo et une voiture m'a percuté sur le passage. J'ai fait un vol plané de 25 mètres où j'ai eu un traumatisme crânien, fracture faciale, traumatisme crânien, fracture faciale, plancher orbite, nez cassé, 3 semaines de coma et depuis j'ai toujours peur d'emprunter la route. Effectivement, vous avez vécu un événement assez compliqué. On peut le dire ici sans risque de se tromper. Vous avez vécu un réel traumatisme. Pour la définition du traumatisme, je vais vous la rappeler en même temps, si vous voulez bien. C'est un événement qui un événement qui va être subi, donc extrêmement brutal, on s'y attend pas, et là c'est exactement ce qui s'est passé. Quelque chose avec une charge émotionnelle extrêmement importante, et là évidemment la charge émotionnelle est démesurée. Et également, le troisième point, c'est quelque chose qui vous renvoie à la notion de mort. Effectivement, quand on a un événement comme celui-là, on se dit souvent à la fin qu'on est passé par une belle porte. Eliane, là, votre question, vous voulez savoir du coup si l'hypnose peut vous aider à outrepasser voilà, le traumatisme et les angoisses qui en découlent en fait. Alors déjà, parce que là à peu près 8 mois en plus, j'ai emprunté un passage protégé, mais juste à un feu rouge. J'ai failli repasser en dessous du dos de voiture. Donc je vous dis que j'ai vraiment la phobie de traverser les routes. Je préfère traverser un passage protégé sur la grande route que prendre un feu rouge. D'accord. Alors déjà, il faut savoir que quand on a un traumatisme, c'est pas quelque chose d'inéluctable. On peut vraiment le travailler, on peut vraiment avancer. Et l'objectif, c'est de ne plus devoir faire avec, mais de pouvoir faire avec. C'est-à-dire que ça devienne un mauvais souvenir et que par conséquent, on n'ait plus de conduite d'évitement comme celle que vous avez. Notamment là, Eliane, quand vous évitez tel type de passage à niveau pour aller, de passage de piéton pour aller à un autre. Par rapport à votre question, plus précisément, vous me parlez d'hypnose. Est-ce que l'hypnose peut m'aider? Alors, je vais vous dire oui. Effectivement, l'hypnose est reconnue officiellement, notamment par l'HAS, l'OMS et d'autres structures d'Organisation mondiale de la santé, voilà. D'autres structures reconnues en plus haut lieu, comme quoi justement l'hypnose est un outil extrêmement performant, efficace pour la prise en charge des psychotraumatismes. Pour autant, en tant qu'hypnothérapeute et également praticien EMDR, j'aurais tendance à vous dire qu'en première intention, il sera beaucoup plus intéressant pour vous de pratiquer de l'EMDR que de l'hypnose. En première intention, l'EMDR, pour quelle raison? Parce qu'en fait, elle va permettre de décharger la charge émotionnelle que l'on a en face d'un déclencheur émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a le traumatisme qui est l'accident de manière globale, on n'est plus sur une période. Et après, vous avez aussi le déclencheur. Et le déclencheur, vous voyez chez vous, alors il faudrait qu'on creuse un petit peu, mais c'est peut-être tout simplement la vue de ce passage piéton. Et donc, travailler sur ce déclencheur qui déclenche, comme le dit son nom, cette charge émotionnelle, donc probablement de la peur chez vous, je suppose, et faire que quand je me retrouve en face d'un passage piéton, je n'ai plus peur. Tout simplement, que ça ne réactive plus ce traumatisme. Et donc,
première intention, le EMDR, et dans un second temps, l'hypnose, effectivement, peut être un complément extrêmement intéressant. Alors, je rebondis juste, le MDR, Olivier, on travaille avec des mouvements autour de oculaires au niveau des yeux pour nous aider, entre autres, pour passer au-delà du oculaire, mais pas que. Mais oculaire, mais pas que, voilà. Donc c'est vraiment. En fait, on devrait plus parler. EMDR, c'est un terme qui a été posé par Francine Shapiro, qui a mis au point cette technique dans les années 96. Et puis très rapidement, ils se sont aperçus que c'était pas que les mouvements oculaires. Et malheureusement, le nom a été déposé, donc on est resté là-dessus. Mais elle parlait plutôt à la fin de sa vie de thérapie de retraitement, et je suis totalement d'accord avec elle. On retraite les informations, on force le cerveau à retravailler, et ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure, forcer le préfrontal à travailler. Et donc ça va être des stimulations de façon bilatérale et de manière alternée. C'est-à-dire travailler à la fois le cerveau gauche, puis le cerveau droit, le gauche, le droit, le gauche, le droit. Donc c'est principalement les yeux, effectivement, eyes movement pour de MDR, mais ça peut être aussi des sons. Pour les personnes qui ont un système de communication plus important au niveau auditif, donc une alternance des sons gauche et droit, donc c'est ce qu'on appelle, on utilise une musique binaurale dans ces cas-là, et puis également une stimulation kinesthésique, ça veut dire par du tapping par exemple, donc on peut tapoter au niveau des genoux par exemple, ou parfois on peut même étendre ça vers des points d'acupression qu'on utilisera en acupuncture. Est-ce que ça répond un peu à votre question, Eliane, en tout cas pour pouvoir avoir un début de solution? Oui. Je vous dis franchement, j'ai pas vraiment compris ce que vous me parlez, vu le problème que j'ai eu point de vue de cerveau. Le problème que vous avez eu, en fait, vous avez un événement qui déclenche de l'émotion. Il faut travailler sur cet événement pour qu'il ne déclenche plus du tout d'émotion. Et une fois que vous n'avez plus d'émotion, en fait, le problème que vous avez, les angoisses que vous avez quand vous êtes dans la rue, il n'y a plus de raison qu'elles existent, en fait, tout simplement. Elles vont devenir un mauvais souvenir, c'est ce que vous disiez. Voilà, tout à fait. Vous parlez des angoisses, mais les angoisses, c'est pas le problème, c'est la conséquence qui est en lien avec le problème. Donc si on travaille que sur les angoisses, et c'est ce qu'on aurait peut-être un peu trop tendance à faire avec l'hypnose, on va mettre un pansement, mais le pansement, il va vite s'enlever, en fait. Par contre, si on va travailler à la source du problème, dans ce cas-là, il n'y a plus besoin d'avoir les conséquences. C'est un peu plus clair pour vous, peut-être? Oui, mais où pourrais-je me renseigner pour faire ces pratiques? Alors, il y a beaucoup de praticiens, effectivement, qui pratiquent le MDR et l'hypnose. Ça, alors il n'y a pas d'annuaire officiel connu. Par contre, vous pouvez regarder sur Internet et vous allez trouver énormément d'informations dans cette direction-là. On trouve, voilà, même du côté de Seclin, vous n'êtes pas très loin de Lille ou même pas très loin d'Arras, à peu près à équidistance. Oui, vous devrez trouver sans trop de difficulté des thérapeutes qui pourront vous aider, Eliane. Oui, mais déjà le problème quand je m'engage quelque part, j'ai peur de me perdre. Oui, mais ce que vous me décrivez là, c'est certainement effectivement les suites du traumatisme, madame. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir être travaillé, qui va vous permettre d'avancer. Et peut-être voir pour être accompagné, pour pas être perdu. Effectivement, dans tout cela. Il faut être accompagné par rapport à ça. C'est important aussi. Eliane, bon courage à vous dans vos démarches, en espérant que vous ayez une solution assez rapidement. Merci de nous avoir appelés ce matin et bonne continuation. Très belle journée à Seclin. 03 20 55 89 2 fois. Vous pouvez faire comme Eliane, nous appeler pour parler, évoquer de vos peurs. On en parle avec Olivier Dostatny, hypnothérapeute, praticien EMDR. Et nous allons à Lille avec Sana. Bonjour Sana. Bonjour Sana. Oui, bonjour. Vous avez déjà fait une crise d'angoisse sur la route. Ça, c'est la thématique de l'émission aujourd'hui. Quelle est votre question? Oui, alors là, j'étais à Dijon, alors chez des amis, alors voilà, et après en rentrant avec les enfants, j'étais pas bien, je sais pas si. Après la crise, elle a commencé et je savais pas que c'était une crise d'angoisse. Voilà, à chaque fois, j'arrivais pas à conduire, j'arrivais pas vraiment à se lancer en autoroute pour accélérer, rien du tout. Alors j'ai géré quand même, j'ai essayé, voilà, pour les enfants de m'arrêter à chaque fois dans chaque arrêt devant moi. Mais c'était vraiment, j'avais fait plus que 8 heures pour arriver à Lille. Alors au lieu de 4 heures, alors c'était le double. Ma question c'était, c'est vraiment qu'on est en route comme ça, toute seule et tout. Comment on peut gérer ça? Comment on peut être aidé? Alors est-ce qu'on peut appeler un service? Est-ce que voilà, il faut s'arrêter carrément? Voilà, je sais pas. Franchement, c'était dur et j'arrivais pas à l'oublier
Alors, ce qui est important déjà, c'est que vous avez fait l'essentiel. La route a été compliquée, mais vous vous êtes mise en sécurité très régulièrement. Oui. Après, vous avez forcé en reprenant la route parce que effectivement vous deviez avancer. Mais si vraiment vous étiez coincé, vous savez, il y a quand même un numéro qui reste assez facile et que tout le monde connaît. C'est le 15. C'est le SAMU. Hein. On fait le SAMU, on appelle le SAMU qui sera en capacité de vous aider aussi à ce moment-là. Alors le 15 ou le 112, hein, j'aime bien aussi dire le 112 qui est le numéro international d'aide à l'urgence. Et c'est le seul numéro qui, je pense, malheureusement, peut vous aider là dans l'instant, mais ils sont formés également à ce genre de choses, hein, donc ils vont pouvoir vous aider, bien sûr. D'accord. Parce que là, c'était vraiment trop difficile, mais je pense toujours à ce jour-là. Alors là, j'arrive pas à oublier. Et je pense aussi, j'avais fait des crises de panique, vraiment tout léger, mais bon, comme je suis un peu positive et vraiment je veux pas tomber dans ce truc-là, j'essaye de gérer, vraiment de relativiser un petit peu, de faire un peu de sport, Mais ça c'est très bien ce que vous faites. Relativisez autant que vous voulez. Par contre, tant que vous n'aurez pas pris en charge cet événement, il va continuer à tourner dans votre tête. Hein. Alors peut-être qu'avec le temps il va s'estomper un peu, hein, c'est ce qu'on dit quand on met les choses sous le tapis. Hein. Mais il y a bien un jour où on se prend les pieds dans le tapis et tout revient d'un seul coup. Et si vous êtes au volant et même si vous êtes seul, que ce soit sur l'autoroute et ailleurs, et que là vous prenez les pieds dans le tapis, c'est-à-dire que il y a quelque chose, on ne sait pas quoi. Ça peut être quelque chose que vous allez voir sur la route, ça peut être une musique, ça peut être une odeur, ça peut être n'importe quoi qui va vous renvoyer automatiquement dans le souvenir, et ça peut se faire de façon complètement inconsciente. Hein, et là, voilà, c'est ce que j'appelle se prendre les pieds dans le tapis, et cette crise peut revenir instantanément, et il faut espérer qu'à ce moment-là, ça se gère aussi bien pour vous. Donc je ne peux que vous conseiller effectivement de vous faire prendre en charge en hypnose et en EMDR. Alors l'hypnose, ça vraiment, ça traite très bien ça, vraiment tout doucement, voilà. Alors l'hypnose, effectivement, on va pas avoir la même approche, on va plus y aller de façon progressive, hein, pour remettre la personne progressivement face à une situation similaire. Comme dans un rêve en fait, pour que le cerveau puisse à nouveau apprendre que mais en fait tout se passe bien, il a plus de raison d'avoir peur. D'accord. Donc c'est une approche qui va être un peu plus en douceur, si vous voulez. D'accord. Et sur l'île, il y en a pas mal de. Il y a énormément de praticiens en hypnose qui vont pouvoir répondre effectivement à cette demande, bien sûr. D'accord. Voilà, Sana, bon courage à vous dans les démarches. Merci de nous avoir appelés. Puis aussi avec un cas concret comme le vôtre, moi on peut aussi savoir ce qu'il en est, parce que j'imagine vous n'êtes pas la seule à avoir fait des crises d'angoisse sur la route. Bonne continuation à vous, Sana, à très bientôt. Bonne continuation à vous et merci beaucoup pour la réponse et merci pour votre accueil. Et voilà, je suis toujours fan à France Ici Bleu. Ici Bleu, c'est pas mal ça. Ici Nord. Voilà. À bientôt, Sana. Merci beaucoup. Au revoir. Olivier, justement, avant de se quitter, Sana levait un bon point. Voilà, on cherche un thérapeute. Est-ce que il y a des petites choses qu'on doit repérer chez un thérapeute pour être sûr d'être bien accueilli? Comment on doit se sentir avec un thérapeute aussi, pour pas se forcer, effectivement, parce que ça peut faire peur. Ça, c'est très important. Comment on doit se sentir? Ça, c'est déjà une chose qui est très importante. Le premier contact, il doit être bon. S'il est pas bon, ça va être très compliqué, parce que vous avez besoin de faire confiance dans le thérapeute, et lui a besoin de vous faire confiance aussi naturellement. De préférence, cherchez le profil de la personne. Tout le monde est officiellement hypnothérapeute dans la mesure où c'est une profession qui est pas reconnue, donc vous pouvez mettre votre plaque là dans 2 minutes sans aucune formation. Ouais, on va éviter quand même. Mais tout le monde peut le faire malheureusement. Et donc regardez bien le site internet du thérapeute, regardez son profil. De préférence, je vous invite à aller vers une personne qui est soignante au départ, que ce soit un médecin, un psychologue, un infirmier, et quelqu'un qui a fait des formations, et pas forcément qu'une petite formation, hein. Il y a beaucoup de choses à aller chercher quand même, donc plusieurs courants d'hypnose par exemple, et puis éventuellement d'autres choses que l'hypnose également. C'est très bien, voilà ces bonnes informations. Merci beaucoup Olivier Lestatny de nous avoir présenté tout cela. On vous dit à très bientôt sur Ici Nord. Très bientôt. Je rappelle que vous êtes hypnothérapeute praticien EMDR installé à Arras. Bonne journée.